tous et merci d'avoir répondu présent. Donc, merci à celles et ceux qui nous suivent depuis le début de votre fidélité sur les webinaires. Ce soir, c'est un petit peu plus spécifique. On a décidé de traiter du sujet du statut du technicien qui anime les clubs championnats de France tout au long de la saison. Donc, moi, je vais me présenter. Donc, Céline Jérôme, je suis chargée de mission emploi-formation à la Fédération française de basket depuis près de 2 ans maintenant. Et j'ai deux grandes missions. L'une est l'accompagnement des structures, comités, ligues et clubs sur la question emploi-formation et une autre mission qui est l'accompagnement de la Commission fédérale des techniciens et tout ce qui est suivi de l'encadrement, suivi des déclarations de staff et accompagnement des structures sur ce règlement fédéral. Pour le sujet qui va nous animer aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Christian Auger, vice-président délégué à la formation et l'emploi de la Fédération française de basket, qui va vous dire un petit mot. Eh ben, merci Céline. Bonsoir à toutes et à tous. Un petit mot effectivement d'ouverture. Vous étiez assez nombreux à être inscrits à ce webinaire. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé, mais on a pour principe de commencer à l'heure ce type de webinaire qui sont d'une durée assez courte pour que ça reste facilement absorbable. Donc, on vous rappellera au fur et à mesure donc, de bien penser à vous identifier, comme Céline vous l'a réindiqué, et puis à couper vos micros et vos caméras, s'il vous plaît, de manière à améliorer un petit peu la bande passante. Alors, vous aurez là une intervention spécifique sur le statut du technicien, avec la présence donc, de notre ami Bernard Meilleux, qui est le président de la Commission fédérale des techniciens et qui est en charge pour le compte de la fédération j'allais dire, de la mise en place, du suivi du statut du technicien, qui a une volonté, j'allais dire, politique, stratégique depuis plusieurs années, c'est de développer et d'amplifier la qualité de l'encadrement autour des équipes de tout niveau, parce que là, on va plus axer sur le championnat de France, bien évidemment, mais il y a aussi des statuts du technicien qui sont appliqués dans les ligues régionales et éventuellement même parfois dans les comités départementaux. Voilà, donc ça, c'est une volonté ancienne de la fédération que d'intensifier et d'amplifier vraiment la qualité des encadrants autour de nos équipes. Euh, ce webinaire, dans le cadre du statut, il s'inscrit dans une volonté également de la fédération que l'on avait déjà dans le mandat précédent, mais qui est encore plus affirmée dans le mandat là, qui a démarré au mois de décembre, janvier dernier, c'est de développer vraiment la thématique de l'emploi. Jusqu'à présent, nous avons fait et nous continuons à faire énormément de choses en matière de formation à destination des différentes familles, de nos dirigeants, de nos officiels et de nos techniciens. On fait énormément de choses, que ce soit au niveau national, au niveau régional et aussi au niveau départemental. Mais il faut bien reconnaître que le volet emploi, la thématique emploi était beaucoup moins abordée. Donc dorénavant, nous avons une commission fédérale de l'emploi qui gère un certain nombre de dispositifs, en particulier celui des services civiques, mais qui n'est pas l'objet ce soir. Et dans le cadre de cette nouvelle dimension de l'emploi, et sous l'impulsion de Céline, ici présente, qui anime cette réunion, nous en sommes déjà, sauf erreur de ma part, au 4e webinaire depuis le mois de mars-avril. Alors, le premier avait été plus axé sur la gestion des salariés en période de crise sanitaire, les adaptations que l'on pouvait faire, le chômage partiel, toutes ces choses-là. Ça avait été animé par le Cosmos, qui est donc le principal syndicat des employeurs de la branche sport. On a eu un deuxième webinaire en partenariat avec l'AFDAS, qui est notre opérateur de compétences. Et là, c'était beaucoup plus sur le thème de l'apprentissage. Le troisième, qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, je ne sais plus, était plus consacré à la gestion des ressources humaines au sein d'une structure. On l'avait davantage tourné pour les comités départementaux et les clubs. Et c'était, par exemple, comment on doit conduire un entretien annuel, un entretien d'évaluation, des choses comme ça.
Et nous aurons donc aujourd'hui ce quatrième webinaire sur le statut du technicien et nous en avons un autre dans les tuyaux, si je puis m'exprimer ainsi, qui est prévu, je crois, fin juin sur le développement des compétences. Voilà. Le statut du technicien, pourquoi c'est lié à l'emploi? Parce que le statut du technicien, il a quand même une vocation, comme je l'ai dit, à augmenter la qualité de l'encadrement, mais aussi à aider ceux qui veulent en faire une profession, puisqu'on a beaucoup de nos diplômes qui sont des diplômes professionnalisants, qui sont reconnus par la branche, c'est-à-dire négociés avec les représentants des employeurs et les représentants des salariés. Et donc, ce statut du technicien, il s'inscrit aussi pleinement, ça peut paraître un peu étonnant de parler d'emploi dans le cadre du statut du technicien, mais il s'inscrit vraiment dans cette même logique. Voilà, donc je ne fais pas plus long pour ne pas empiéter sur tout ce que Bernard Mailleux et Céline Jérôme ont à vous dire et je vous souhaite un bon webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, mais Céline va vous préciser tout ça en termes de méthodologie. Voilà, bonne séance. Oui, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, donc bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, comme l'a dit Christian, merci de bien couper vos micros et vos caméras pour améliorer le suivi et la qualité du webinaire et puis un petit peu interagir avec nous. Donc voilà, vous avez le sommaire qui s'affiche. Donc un, un long programme, mais un programme nécessaire pour bien comprendre un petit peu ce que l'on attend de vous pour la maîtrise du statut du technicien tout au long de la saison. Donc, j'ai plaisir de présenter ce webinaire avec Bernard Mailleux, président de la Commission fédérale des techniciens, qui va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Bernard, tu peux y aller. Bon, bonjour à toutes et à tous. On va effectivement rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, sur cette première diapo, alors je ne vais pas vous faire une grande histoire du statut du technicien, mais il faut savoir qu'il n'est pas récent, puisque le premier statut des techniciens de la Fédération date de 1983. Et voilà, on a commencé à travailler dessus dès 1975-1976, en faisant ce que faisait un peu le football, c'est-à-dire en mettant des diplômes d'État en face des divisions, ainsi de suite. Et puis, pour la troisième date, eh ben, vous avez 2013, où le statut dans sa forme actuelle, qui n'était qu'une évolution des formes précédentes, est en place. Il n'a subi depuis cette période-là que de quelques petites modifications, mais qui sont plus que du détail, et c'est surtout pas sur le fond qu'il a été modifié. Voilà. Alors, la seule règle qui est la plus importante et qui nous éviterait énormément de problèmes dans le cadre du statut, c'est qu'il faut être titulaire du diplôme qui correspond à la division que l'on entraîne. Et voilà, c'est la règle absolue, c'est ce qui règle tous les problèmes. Après, c'est des choses relativement simples. Voilà. Hélas, on n'en est toujours pas à ce point-là, on a toujours des situations compliquées dedans. Voilà, je vais me servir moi de la chronologie de la saison pour développer les points essentiels du statut. C'est-à-dire qu'on va commencer du mois de juin jusqu'à la fin d'une saison pour évoquer le statut et des choses qu'il y a à faire éventuellement durant la saison. Voilà, tout commence alors à l'engagement de l'équipe. Voilà, vous avez la déclaration de l'entraîneur et de l'entraîneur adjoint dans les divisions où il est obligatoire et ça se fait en même temps que l'engagement de l'équipe. Donc, vous avez à remplir ce formulaire-là et en même temps, vous signez un papier comme quoi vous vous engagez à respecter le statut du technicien. Ce sont les deux premières pièces qu'il y a à faire. La commission en tant que telle, elle n'intervient pas dessus parce que ce sont des process qui fonctionnent avec la commission fédérale sportive. Voilà. Donc, c'est votre première partie de choses. Et là, c'est là que débute effectivement le statut du technicien. Et nous, ça nous donne déjà des premiers renseignements. Voilà, le véritable début du fonctionnement du statut du technicien, c'est à J-15 du début du championnat. Là, vous avez une démarche à faire qui est la déclaration de staff. La déclaration de staff, c'est relativement simple. Vous allez recevoir au courant du mois d'août un mail
À ce sujet, en parlant des mails, merci de vérifier que dans FBI, vos mails correspondent bien et qu'on n'ait pas des soucis de mails et de mails qui est disparu, ainsi de suite, ou qui sont pas bons, parce que c'est la seule chose dont on se sert, nous, pour communiquer avec vous. Donc voilà, un mois avant la date limite, vous recevez un mail qui vous donne les consignes pour réaliser la déclaration. Vous avez un lien pour télécharger l'édition du staff, tel qu'il a été déclaré en engagement. Voilà. Et c'est à ce moment qu'on peut changer sans autre démarche votre entraîneur ou l'entraîneur adjoint. On se doute que dans un certain nombre de clubs, en juin, c'est pas du tout la même situation qu'au mois d'août. Il y a eu des évolutions, des départs, des choses professionnellement, des choses ont pu se passer, voilà. Donc, vous pouvez changer. Et vous aurez juste une chose à compléter cette année. Je vous montrerai derrière un modèle de déclaration de staff. On vous demandera simplement de nous dire si votre entraîneur est bénévole ou salarié. Voilà. Et puis, s'il est salarié, bah, vous aurez à transmettre le contrat de travail à l'entraîneur de la CCG. L'année dernière, nous vous avons réclamé le contrat de travail au titre de la CFT. Cette année, ce n'est plus nécessaire. La CCG nous transmettra les éléments dont nous aurons besoin. Donc, on a essayé de vous simplifier un petit peu la vie. Voilà. Donc, une déclaration de staff, ça se présente cette année. Elle se présentera tout simplement comme ça. On s'arrêtera au statut. Les contrats et les choses comme ça, vous n'aurez pas à répondre dessus. Donc, ça ira très, très vite. Vous vérifiez. Si vous modifiez un entraîneur, on vous précisera de le mettre d'une autre couleur pour ça puisse nous sauter aux yeux, parce que nous avons derrière l'obligation, pour que ça fonctionne bien, de modifier votre feuille d'engagement, mais comme elle est bouclée, elle est fermée pour vous, on est les seuls capables, avec la commission sportive, à les modifier. Donc c'est la commission fédérale des techniciens qui modifie les feuilles d'engagement quand vous changez d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint. Voilà. Alors, pour en revenir, on a parlé un petit peu des contrats de travail. Je vous rappelle qu'il y a des divisions où le contrat de travail est obligatoire pour l'entraîneur. Donc, ce sont les divisions dites professionnelles ou semi-professionnelles de la fédération, c'est-à-dire un entraîneur à temps plein en Ligue féminine de basket, un entraîneur à temps plein en Ligue féminine 2, un entraîneur à temps plein en NM1. Et pour l'entraîneur adjoint, il y a actuellement seule la Ligue féminine qui a obligation d'un contrat de travail à mi-temps. Précision aussi importante, parce que ça figure dans le statut du technicien, le contrat de travail à temps plein et pour l'exercice, alors c'est mis de cette activité parce qu'on a ressorti une phrase du statut du technicien, mais ça veut dire que on ne peut pas être entraîneur en Ligue féminine de l'équipe première, de l'équipe qui joue en Ligue féminine, et puis de je ne sais pas quelle autre équipe, ou exercer des fonctions de manager général ou des choses comme ça. C'est un contrat de travail à temps plein pour l'activité d'entraîneur. On a des questions sur le contrat de travail, Bernard, où le temps plein n'est pas obligatoire. Est-ce qu'on peut avoir un contrat à temps partiel avec 9 heures, 10 heures, ou est-ce qu'il y a un seuil à respecter et un nombre d'heures minimales Alors, à... voilà. Je coupe. Voilà. En dehors de ces de ces trois divisions-là, pour l'instant, où il y a des modalités claires, nettes et précises dans le statut du technicien, dans les autres divisions, il n'y a pas de durée de temps de travail nécessaire où il n'y a rien d'obligatoire. Si vous voulez. Si vous voulez signer un contrat de travail, c'est un accord entre le club et l'entraîneur et vous vous mettez d'accord sur la durée réelle du temps de travail. Et j'insiste, moi, sur la durée réelle du temps de travail, en n'oubliant pas que les déplacements et les matchs à l'extérieur, ça rentre dans le contrat de travail. Donc, évitez d'avoir des contrats un peu biaisés. Ce que je ne souhaite pas, mais qu'il y ait un accident en cours de route, voilà, les gens sont normalement en accident du travail à ce moment-là. Donc voilà. Et sur le sujet, on peut aussi dire qu'il n'y a pas besoin de préciser les horaires précis par jour sur le contrat de travail, ne pas rentrer dans ce degré de détail qui pourrait enfermer l'employeur. Alors, je vois une question qui apparaît sur les CDD, les CDI. Alors, on reviendra en fin de webinaire sur la Convention collective nationale du sport et on traitera ce petit sujet à ce moment-là. Céline me le rappellera. On va continuer à dérouler le sujet. Voilà, bon, ça c'est le modèle de contrat de travail, c'est pas très grave.
Alors maintenant, on arrive en plein championnat, ça y est, on est parti. Et comme d'habitude, il y a toujours des choses qui se passent pendant le championnat. Voilà. Quand on a un souci, la première chose qu'il y a à faire, c'est d'informer la Commission fédérale des techniciens. On ne vous demande pas des pages et des pages, mais nous dire, voilà, on est en difficulté pour telle raison. Ça nous suffit et derrière, nous, on agit et on vous répond. Voilà. Le cas le plus courant, c'est l'entraîneur adjoint qui est malade ou qui a une raison, voilà, qui a des raisons familiales, des choses comme ça. Donc, il faut bien qu'on le remplace. Alors, le remplacement est simple, est très simple. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le statut le remplacement temporaire. Voilà, on peut remplacer cette personne-là par une personne sans diplôme. Voilà, mais qui dispose d'une licence qui lui permet de figurer sur la feuille de marque comme entraîneur ou entraîneur adjoint. On reviendra un petit peu sur cette licence un tout petit peu plus tard. Voilà, c'est tout simple. La seule chose, c'est de dire, voilà, on avertit la commission dès qu'on connaît la situation, et vous avez au maximum 48 heures après la rencontre pour dire par mail, Monsieur X remplace l'entraîneur pour la rencontre du temps en telle division. Nous, ça nous suffit amplement. Vous n'avez pas à joindre de certificat médical, de certificat de mariage, de tout ce qu'on peut avoir. On vous demande des choses simples. On ne demande pas non plus, même s'il faut dire merci, vous n'avez pas une obligation. C'est le mail le plus simple possible. Ne vous compliquez pas la vie. Voilà. Et nous, de toute façon, on vous notifiera derrière qu'on a pris bien compte, on a pris note du remplacement temporaire. Voilà. Et éventuellement, si vous avez la chance que ça soit un petit peu anticipé, on peut vous faire des commentaires ou des rappels. L'exemple type du rappel que l'on peut faire, c'est pour les clubs qui jouent en NM1, LF2 ou LFB, c'est que l'entraîneur qui figure sur la feuille de marque, il soit dans la liste arrêtée par le haut niveau des clubs. Alors c'est pas voilà, on vous le dit, c'est pas, nous ça n'a aucune influence par rapport à nous, à la Commission fédérale des techniciens, mais on essaie de rappeler aussi tous les règlements qui font l'environnement du basket pour pas que vous trouviez en difficulté. Si l'entraîneur en question n'est pas sur cette fameuse liste pour les clubs de NM1, LF2 et LFB, vous pouvez perdre le match par pénalité. Voilà. Donc, on vous le rappelle, on essaie de vous le rappeler. Vous aurez l'adresse mail de la CFT à la fin. Ne vous inquiétez pas. Je commente en même temps. C'est pour, voilà. Alors, vous avez, on donne une durée maximale du remplacement temporaire, c'est de 3 rencontres consécutives. Donc, ça vous donne du temps si quelqu'un est malade. Voilà. Et n'attendez pas le dernier match. Si vous avez des difficultés, on est toujours là pour essayer. On n'est pas, dès qu'on est averti qu'il y a une bonne cause, on n'est pas éventuellement à un match près. Voilà. Donc, il faut nous avertir. Par contre, il faut nous avertir à l'avance que nous, on a des dispositions. Vous verrez pourquoi plus tard, quand on vous parlera du suivi du statut. Et voilà, il est suivi maintenant de façon rigoureuse et donc on ne peut pas passer à travers. Donc, prévenez-nous. Voilà. Et pour les clubs, voilà, qui jouent en LNB ou éventuellement en LFB, en NM1 et peut-être en LF2, mais c'est pas sûr. Quand il y a des matchs en semaine, on peut porter le nombre de rencontres à 6 matchs. Et là, cela se fait avec un accord de la Commission fédérale des techniciens quand c'est sur des championnats de France gérés par la fédération, et en plus avec l'accord de la LNB quand il s'agit des championnats professionnels. Bon, voilà. Je reviens à l'entraîneur. Quand on vous disait que l'entraîneur ou l'entraîneur adjoint ayant la bonne licence pour participer à la rencontre, c'est d'avoir le socle commun et un certificat médical. Voilà. Si vous avez donc, dans le cadre du remplacement temporaire, une personne, alors j'ai pour habitude de dire si le chauffeur de bus a la licence et le certificat médical, il peut être entraîneur ou entraîneur adjoint, parce qu'on remplace aussi éventuellement les entraîneurs adjoints, on verra ça. Voilà, c'est faisable à partir de ce moment-là. Donc, aucune qualification obligatoire. Bon, ça, on vous a on vous a rappelé un peu les aptitudes médicales derrière. Ça, c'est plus pour vous, plus de l'information. On arrive maintenant au remplacement définitif de l'entraîneur ou de l'entraîneur adjoint. On se retrouve dans 2 situations. L'entraîneur démissionne. Et là, il y a un délai de 30 jours qui est accordé pour retrouver un entraîneur, et cela quelle que soit la division. Voilà. J'ai perdu mon fil, mais je vais le retrouver à l'instant. Voilà, quelle que soit la division.
je, Et donc, pour les derrière, remplacements temporaires, on est bien d'accord. on viendra après. Donc voilà, c'est, quelle que soit la division, il y a une petite nuance au niveau de la Ligue nationale, mais pour des raisons de contrat et de choses, parce que la Ligue nationale, je vous rappelle, a une convention collective particulière qui s'appelle la convention collective du basket professionnel, et où il y a des modifications, il y a des aménagements par rapport à la convention collective normale et aussi quelques aménagements par rapport au statut. Donc ça, c'est simple, l'entraîneur démissionne. On vous demandera simplement de nous fournir la preuve de la démission. Alors moi, j'ai reçu des mails comme quoi l'entraîneur disait à partir de ce soir, je n'entraîne plus votre équipe. Bah, moi, ça me suffit amplement. J'ai une date, voilà, et on peut déclencher à ce moment-là la période de 30 jours. C'est pareil, si vous êtes en difficulté à la fin, n'attendez pas à la fin pour nous dire que vous êtes en difficulté pour essayer peut-être de trouver ensemble une solution. Voilà, ça c'est aussi important. Deuxième situation, c'est le club qui se sépare de l'entraîneur, soit par licenciement, soit par accord commun. Et là, c'est plus du tout la même chose. Hein. Vous voyez que le premier cas, le club est mis devant le fait accompli, l'entraîneur démissionne. Là, c'est le club qui prend la décision. Donc là, il y a plusieurs situations. Si vous êtes en championnat de France U15 ou U18, voilà, le nouvel entraîneur doit avoir la bonne qualification dès le match suivant. On considère qu'à partir du moment où le club a pu prendre ses précautions avant de prendre la décision de licencier son entraîneur, ou éventuellement de s'arranger avec lui pour qu'il parte. Le délai de 30 jours existe toujours pour les clubs de NF3, NF2 et NM3 pour trouver un nouvel entraîneur avec la bonne qualification. Et pour les autres divisions, y compris les championnats de la Ligue, dès la rencontre suivante, l'entraîneur doit avoir la bonne qualification. Alors, à la Ligue nationale, il y a bien entendu les contrats qui doivent être homologués, ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous, on ne rentre pas dans cette ligne de compte-là. Voilà. Donc, je vous rappelle, voilà. Immédiatement, prévenez la CFT dès que vous avez connaissance d'un problème avec l'entraîneur, que ce soit temporaire ou que ce soit définitif. Vous évitez systématiquement les pénalités qui sont derrière pour entraîneur non conforme ou un entraîneur adjoint non conforme. Autre point maintenant, la revalidation des entraîneurs. J'ai déjà eu quelques questions. Ça vous sera clairement annoncé et dit à la fin du mois d'août, quand quand le pôle formation et emploi aura son calendrier et son programme définitif, on sera en mesure de vous le fournir. Voilà. Au niveau NF2, NF3, NM3, ça se passe au niveau régional, soit sur ce qu'on appelait dans le temps les WEPS, ou sur l'organisation régionale qui est prévue pour ça. Au niveau national et des autres divisions, vous avez toujours des séminaires annuels, brillamment organisés en règle générale par Ivano Ballarini. Je ne sais pas s'il est là. Voilà. Et vous avez maintenant, à partir de cette année, ou de l'année dernière, mais ça n'a pas été trop connu, on n'a pas trop communiqué dessus, la possibilité de participer à un module de la formation qui est en place. Par exemple, vous avez votre DEFB, ben vous voyez un module qui vous intéresse, vous inscrivez à ce module-là, et ce module-là, si vous le suivez en totalité, bien évidemment, servira de revalidation. Vous n'aurez pas obligation à ce moment-là d'aller assister au séminaire annuel. Voilà. Donc j'avance toujours. Quelques précisions sur l'entraîneur adjoint. C'est des éléments et des choses que l'on rencontre régulièrement. Voilà. Dans les divisions où les entraîneurs adjoints sont obligatoires, la présence de l'entraîneur adjoint est obligatoire à chaque rencontre. S'il ne peut pas être présent, on rentre dans le dispositif du remplacement temporaire. Comme l'entraîneur, on peut remplacer l'entraîneur adjoint de façon temporaire à la seule et unique cause qu'il ait la bonne licence. C'est tout. On n'a pas besoin non plus, dans ce cas-là, d'avoir un diplôme et ça dure de la même manière pendant 3 matchs consécutifs. Voilà, j'arrive au contrôle. Bon, je pense qu'on va réussir à être dans les temps pour vous laisser du temps pour poser des questions. Voilà, il faut savoir que le système de contrôle du statut fonctionne à partir de l'IMARC V2, qui est un outil pour nous excellent par rapport à ça. Voilà.
Le contrôle se fait par rapport à ce qu'on appelle les post-contrôles de l'IMARC. Ça nous donne tous les événements qui se passent autour de l'entraîneur ou de l'entraîneur adjoint. Exemple, il y a un remplacement qui est fait manuellement. Donc, ce qui veut dire, par rapport à ça, ça veut dire que au moment de remplir la feuille de marque, c'est pas le bon entraîneur qui est là et c'est un autre entraîneur qui se présente. Donc, on remplit manuellement la feuille. Donc ça, on va le savoir systématiquement si c'est fait. Pour vous, à partir du moment où le remplacement est fait manuellement, si vous avez averti la Commission fédérale des techniciens, ça pose systématiquement aucun problème. Elle est avertie, elle va pas bouger, elle va pas. Ça doit quand même vous mettre une alerte en disant « Ah, je suis obligé de remplacer manuellement mon entraîneur, mais est-ce que j'ai averti la CFT ?» Et là, on vous laisse 48 heures pour le faire derrière. Donc, vous voyez, servez-vous aussi de l'IMARC V2 par rapport à ça. Donc ça, c'est un événement que l'on sait. Donc ça veut dire que tout changement d'entraîneur qui est fait manuellement sur la feuille de marque, on le sait. Voilà. C'est la même chose pour l'entraîneur désigné. L'entraîneur est absent et c'est son entraîneur adjoint qui existe qui passe entraîneur. On va nous signaler que c'est pas le bon entraîneur et que c'est l'adjoint qui est monté entraîneur. Donc là aussi, on peut suivre et on suit. Et puis, dernière chose, c'est l'absence d'entraîneur adjoint dans les championnats où il est obligatoire. Ça nous est systématiquement signalé. On a un message d'alerte qui nous dit que l'entraîneur adjoint n'est pas là. Donc, voilà, c'est pareil. Signaler quand vous voyez, alors ça, vous avez pas obligatoirement les informations, mais signaler ce genre de choses dedans. S'il y a un souci de dernière minute, bah vous le signalez. Pour répondre, on va terminer la chose. On fait comment? Vous avez 48 heures déjà pour nous le signaler. Et deux, c'est ce que j'explique, la personne qui peut remplacer, elle suffit qu'elle ait une licence correcte. C'est-à-dire qu'elle ait la licence, le socle de licence, plus le certificat médical. Voilà, et vous nous le signalez dans les 48 heures. Nous, on va pas s'occuper du suivi du statut sur une journée de championnat avant les 48 heures. On attend les 48 heures pour savoir si on reçoit des messages, si on reçoit des choses. Et ce qui nous évite après vous verrez un petit peu comment ça se passe aussi après. Ça nous oblige derrière, nous, à avoir d'autres démarches administratives qu'on aimerait bien s'éviter souvent. Voilà. Alors j'arrive au truc, je les ai mises en dernier parce que s'il y avait un... Alors, je reviens sur la personne tout à l'heure, le remplacement, il n'y a pas besoin de diplôme. Je rappelle, vous n'êtes pas obligé, quand vous mettez un entraîneur remplaçant, d'avoir un diplôme. C'est la licence qui compte. Et pour compléter, Bernard, les temporaires, c'est des diffusions de France. Et quel que soit le motif, on avertir la CFT, que ce soit une suspension automatique, une maladie ou tout autre motif. Voilà. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas obligation de justifier les choses. Après, pour répondre. Voilà. Alors, système des pénalités, c'est ce que je vous disais. Je me suis arrêté pour repasser dans la conversation. Les pénalités, c'est les choses qu'on voudrait nous éviter. Si on n'avait pas à en mettre, on serait vraiment heureux. Voilà. Alors, on reviendra sur les questions. Voilà. Alors, on fonctionne sous le régime des pénalités automatiques, c'est-à-dire dès qu'on constate une anomalie, c'est-à-dire que vous ne signalez pas un remplacement temporaire, bah, systématiquement, il y aura une pénalité automatique qui va se mettre en place si on n'a pas le signalement et si on n'a pas quelque part pris note de la chose. Voilà. La notification, elle se font à la fin des matchs allés. Alors, quand la saison est normale, hein, la saison qui est passée, c'est pas le bon exemple. Ou à la fin de la première phase des championnats, je pense au championnat de jeunes. Voilà. Et puis, à la fin du championnat, on notifie. Voilà. Et puis, comme on est sous le régime des pénalités, je rappelle simplement que vous avez la possibilité gratuite de faire un recours auprès de la commission sur cette décision. Petit détail, parce que dans l'introduction, je vous ai dit que la règle, c'était on doit être titulaire du diplôme, au minimum du diplôme de la division concernée. Il existe une possibilité de déroger un petit peu à cette règle, et la voilà. Alors, je vous ai remis c'est des paragraphes de statut, alors je les remets parce que ça vous permet éventuellement d'aller vite après si vous voulez rechercher des choses. Voilà. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle l'obligation de formation continue. C'est une chose qui existe, entre autres, pour les salariés, et c'est les seuls qu'on peut tenir comme ça. Voilà. Ça implique que que votre entraîneur est issu, excusez-moi, c'est des choses qui ne devraient pas arriver.
Voilà. Voilà, il faut que l'entraîneur soit issu du club. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'il soit salarié de ce dernier pour pouvoir être en formation professionnelle. Que le club soumette à la CFT le plan de formation. Et que l'entraîneur suive au cours de la saison la formation qui va lui permettre d'avoir le diplôme qui correspond à la division auprès de l'INFBB. Et j'insiste, auprès de l'INFBB. Voilà. Et obligatoirement qu'il obtienne le diplôme avant la fin de la saison, faute de quoi le club sera pénalisé pour entraîneur non conforme sur la saison. Donc voilà, c'est la seule possibilité de déroger à la règle que je vous ai donnée en introduction, qui est on a le diplôme dès l'inscription ou au moins J-15 du championnat. Voilà. Voilà, j'ai essayé de résumer en tenant 25 minutes, c'est pas mal. Dedans, maintenant, écoutez, on va essayer de répondre à vos questions. Je laisse Céline un peu coordonner tout ça, et puis il y aura une conclusion où j'apporterai quelques informations qui ne sont pas sur le statut, obligatoirement sur le statut du technicien, mais qui quelque part le rejoignent à un moment ou à un autre, et qui sont des situations qu'on a connues ou qu'on connaît, nous, quand on étudie soit les contrats de travail, soit un certain nombre de choses. Voilà, je laisse Céline aux questions. Oui, alors du coup pour répondre aux questions dans le chat, alors donc Bernard l'a expliqué, donc les pénalités c'est à la fin de la phase aller et à la fin de la phase retour, et quand il y a des grosses erreurs etc. On a pour habitude d'accompagner les structures, et donc on fait des courriers d'information qui sont parfois sans réponse d'ailleurs sur les problématiques et les possibilités de les résoudre. Sur la question de l'entraîneur adjoint précisé au début de saison, donc la déclaration de staff, s'il y a un entraîneur adjoint à déclarer, il y a un seul entraîneur qui est déclaré, donc c'est celui habituel. Et il n'est pas possible, entre guillemets, de déclarer un panel d'entraîneurs adjoints susceptibles d'intervenir au cours de la saison. Il faut juste informer la Commission fédérale des techniciens avec le nom de l'entraîneur adjoint qui remplace celui absent tout au long de la saison. Et donc, on nous pose la question, Bernard, l'entraîneur adjoint doit-il avoir le diplôme correspondant ou être en formation? Donc, la formation professionnelle, ça marche aussi bien pour l'entraîneur que l'entraîneur adjoint, oui. Que l'entraîneur adjoint. Alors, on va peut-être aussi enchaîner ce qui était intéressant, et nous vous remercions de votre collaboration. C'est lorsque vous êtes inscrit à ce webinaire que vous avez pu aussi poser vos questions en amont. On va peut-être juste, il y a un problème de recyclage, alors je suis en train de regarder. Oui, pas de souci, on répond au recyclage. Alors, voilà, je l'avais pas abordé parce que c'était, voilà, pour 2020-2021, on a fait saison blanche. Voilà, au niveau des revalidations des entraîneurs. C'était impossible d'organiser des choses dignes, voilà, en dehors de faire des webinaires, mais bon, ou des visioconférences. On a décidé qu'il n'y aurait pas de revalidation au sens du terme. Et les revalidations se font au cours de la saison. Voilà. Vous avez, si vous vous validez au niveau d'une ligue, parce que vous êtes en NF2, NF3 ou NM3, vous avez jusqu'au 30 décembre pour vous revalider. Alors, ça sera à la Ligue de nous transmettre les informations après, ou à vous de transmettre les attestations. Ça dépendra du fonctionnement de la Ligue. Voilà. Après, ça dépendra pour les autres divisions, ça dépendra des dates de séminaire. Et si vous passez par le système des modulaires et des modules, eh ben vous aurez jusqu'au 30 mai pour vous revalider pour la saison en cours. Voilà, et tout au long de la saison, pour ces précisions, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone, on vous répond. Pour continuer sur ce que je vous disais, vous avez pu poser vos questions en amont du webinaire lorsque vous êtes inscrit, et on en a pris connaissance. Et on avait Catherine Marais de l'Avant-Garde de la mode Vesoul qui avait 2 questions que l'on aurait souhaité et on aurait souhaité avoir plus de précision. Donc Catherine, si vous êtes là, on va vous donner la parole, et donc vous pouvez activer votre micro et votre caméra et poser vos questions.
Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc moi j'avais une question, mais je pense que Monsieur Mailleux y a déjà un peu répondu. C'était par rapport à la professionnalisation sur un entraîneur diplômé. En fait, il peut quand même, même s'il n'est pas salarié au niveau du club, en tant que bénévole, il peut intervenir. Donc, Il si n'y a c'était voilà, ouais, aucun problème vous avez la là-dessus. réponse. Il n'y a aucun Voilà. problème. Il n'y a pas obligation de contrat de travail en dehors des divisions sur la LFB, LF2 et NM1. Voilà. D'accord. Alors, ma deuxième question, c'était par rapport on est sur une équipe U15 élite. Alors, c'est un peu particulier. On a perdu notre salarié. Donc, temporairement, on a trouvé quelqu'un qui va débuter la saison de championnat et qui est diplômé DE. Et en cours de saison, on souhaiterait le remplacer. Donc, on a trouvé quelqu'un qui va suivre une formation DE GEPS. Et on aimerait qu'il soit, dans un premier temps, entraîneur adjoint et ensuite qu'il prenne le rôle d'entraîneur principal de cette équipe-là. Donc, je voulais savoir si c'était possible, si ça posait pas de problème. Et suite à ça, tout à l'heure, vous avez parlé de INFBB. Donc, je pense que c'est, même s'il fait un BPGEPS, bon, j'en avais déjà discuté un peu avec Céline, il faut qu'il ait l'examen supplémentaire DEFB, si je me trompe pas. Donc, je pense que c'est ça que vous vouliez dire quand vous avez présenté les obligations de l'entraîneur en formation. Alors, je vais essayer je vais vous répéter. La Ah ben situation. oui, Non, non, la c'est situation. compliqué. Ouais. Allez-y si vous avez. Non. Non, non, ben voilà, c'était Bon. ma. Sur la Ouais. situation de votre équipe U15 Elite, voilà, vous débutez, vous avez un entraîneur DE qui est DEFB aussi, ça ne pose strictement aucun problème. Et si vous souhaitez le remplacer en cours de saison, voilà, bah, vous faites un changement définitif d'entraîneur, voilà, et vous transmettez qu'à compter de telle date, c'est Monsieur Untel qui est en formation DE, DEFB auprès de l'INFBB. Alors, je précise l'INFBB, pourquoi? Parce que, si vous voulez, on est en contrôle continu, donc il est en formation professionnelle. Voilà. Et donc, il faut que nous, on vous valide le fait qu'il soit en formation professionnelle. Bon, c'est pas compliqué. Vous nous dites, il est à l'INFBB. Moi, j'ai les noms des gens qui sont inscrits dans les formations. Donc, ça coule de source. Et derrière, on vous confirme qu'il n'y a pas de souci par rapport au changement. Donc, vous pouvez le faire. Et qu'il soit entraîneur adjoint en U15, c'est pas obligatoire. Ça va me permettre de rebondir sur une question tout à l'heure. C'était moi qui l'avais posé. Avant. Voilà. Alors, pour Ben oui. en revenir au U15 et au U18, le statut du technicien ne prévoit pas d'entraîneur adjoint en U15. Par contre, il en prévoit en U18. Voilà. Et l'entraîneur adjoint des U18 doit avoir au minimum le CQP complet. Voilà. En fait, ma question, c'était en le mettant en entraîneur adjoint, ce qui va se passer, c'est que si jamais du jour au lendemain on a un problème avec l'entraîneur, est-ce qu'il peut intervenir sans vous avertir, quoi? C'était ça en fait ma question. La bonne question, non. À partir du moment où, quelles que soient les divisions, à partir du moment où vous changez les rôles des gens, il faut nous avertir. Voilà. D'accord, ok. Merci. Est-ce qu'on Merci. a répondu à toutes vos Tout à questions? fait. Parfait, ouais, ouais. Très bien, merci. Et je sais à qui me référer si j'ai un souci. Il n'y a pas de souci. Alors, pour préciser, on répond par téléphone, mais voilà, quand il y a un sujet un petit peu technique et précis, c'est toujours bien d'avoir un écrit et une réponse Oui, écrite, oui, tout à notamment fait. pour des contestations éventuelles derrière et pour la constitution d'un dossier et d'un suivi de dossier. Je réponds à la question qui vient de passer. CQP complet en fin de saison possible? Non. CQP complet en début de saison. On nous pose la question du diplôme pour la NF3. CQP complet. R1, En début R1, de saison. R1 et F3, on n'est pas sur la même chose. Il faut bien distinguer les deux divisions. Quelle est la précédente division? R1? Oui, R1 et F3. Voilà, ça va me permettre de déborder sur les statuts régionaux de l'entraîneur. Bon, chaque ligue est libre
de mettre en place, elle a l'obligation de mettre en place un statut du technicien, mais elle est libre dans son organisation. Voilà. La seule contrainte qu'elle a, c'est que au niveau de la division qualificative au championnat de France, les entraîneurs ont le CQP. Alors après, il y en a certaines qui font encore quelques petits aménagements. Bonjour Ivano, de manière à ce que le club, quand il monte en division supérieure, il n'ait pas de soucis. Voilà. Ça, c'est la seule contrainte qui apparaît dans le statut national du technicien par rapport aux statuts régionaux. Et la deuxième contrainte, c'est les championnats de jeunes où on exige à ce qu'ils aient au minimum le P1. Si tu veux ajouter quelque chose, Ivano, tu peux sinon nous poser des questions sur les BE1 et BE2, les anciens Alors, je diplômes. vais répondre, je vais continuer. Oui, je vais répondre à ça parce que ça, j'en ai beaucoup en ce moment-là. Bonjour à tous et à toutes déjà. Le statut pour les anciens détenteurs de BE1. C'est très simple. Vous m'envoyez à l'adresse que tu as déjà indiquée, Céline, ou pas, non? À l'adresse mail que tu as indiquée? Non, tu n'as pas indiqué l'adresse mail. On passe par statut entraîneur, nous. D'accord, bon, vous passez par statut entraîneur. Vous envoyez à cette adresse-là votre photocopie, votre scan de diplôme BE1, ainsi qu'un CV le plus complet possible de tout ce que vous avez fait en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant qu'arbitre, en tant que cadre technique, en tant que dirigeant, tout ce que vous avez fait dans le milieu du basket. Et je vous donne une réponse dans la semaine qui suit. Normalement, il y a pas mal de gens qui sont éligibles au fait d'obtenir automatiquement le DEFB, DEFB qui veut dire diplôme d'entraîneur fédéral de basket et qui permet d'entraîner jusqu'en National 2 masculine et jusqu'en Ligue 2, jusqu'en National 2 masculine, oui, et jusqu'en Ligue 2 féminine. Et évidemment, les championnats de France jeunes. Il y a énormément de gens qui ont fait la démarche là récemment parce qu'ils doivent avoir reçu des amendes de la part de Bernard sûrement et qui sont réveillés, qui m'ont demandé. Donc il y en a beaucoup qui sont éligibles. Il faut savoir que le BE1 n'est plus reconnu dans le statut de l'entraîneur. Donc si vous avez un BE1, il est toujours valable aux yeux de la loi française, mais il n'est plus valide aux yeux de la fédération. Donc je vous invite à faire cette démarche d'équivalence. Ça prend 2 clics et puis normalement, vous avez une réponse dans la semaine. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, on a d'autres questions qui nous arrivent, notamment quand l'entraîneur adjoint suit la formation DHJB et qu'il est absent 5 fois 3 jours pour le DHJB de Xavier. Est-ce qu'on peut le remplacer par un licencié non diplômé sur les matchs éventuellement concernés? Sans quelle division? NM1, j'imagine, c'est le nom du. Voilà. Il y a pas, oui, on peut le remplacer, effectivement. Il n'y a pas on a la règle, c'est 3 matchs consécutifs. Et à partir du moment où les matchs ne sont pas consécutifs, on peut remplacer plusieurs fois. Ça ne s'arrête pas. On peut avoir l'entraîneur titulaire, voilà, qui est l'entraîneur adjoint titulaire qui est là. La semaine d'après, il est en formation, il n'est pas là. On fait remplacement. La semaine d'après, il est de nouveau là. Et là, on peut remplacer éventuellement 3 semaines. Et puis voilà. La règle, c'est de ne pas dépasser 3 semaines consécutives. Mais à la limite, c'est peut-être pas le mieux pour l'équipe, mais l'entraîneur adjoint peut être absent dans la saison 10 matchs, voilà, et on peut le remplacer de façon temporaire, oui, il n'y a pas de souci. Alors, on a une question qui pourrait être précisée. Est-ce que Monsieur Jacques Blandin, vous souhaitez préciser votre question? Vous pouvez allumer. Juste une seconde. Que devient le BE2? Il est équivalent de toute façon au DES, DEPB. Donc, il existe, voilà, les gens qui ont le BE2, ils n'ont pas de démarche à faire. On l'assimile systématiquement au DES, DEFB, DEPB. Et je précise que quand on parle de BE2, c'est bien le BE2 complet et pas uniquement le BE2 basket. C'est le BE2 avec le tronc commun et la partie spécifique, c'est-à-dire le diplôme complet. Là, ces gens-là n'ont rien à faire. Ils sont reconnus équivalents au DES, JEPS et au DEPB. Et donc, le BE1 n'ouvre pas d'équivalence DEFB. Même si un parcours spécifique, donc il y a NM3, KD France, assistant LS. Alors, ça dépend du CV que vous allez donner. Si votre CV correspond aux critères qui sont définis, vous pourrez avoir l'équivalence. Mais comme ça, là, avec juste ce que vous mettez là, je ne peux pas vous dire.
Il faut Donc, m'envoyer le CV complet. voilà, contactez-nous avec tous les éléments et on pourra faire un état des lieux de la situation. Alors, Monsieur Ballarini, quelle adresse mail pour envoyer son CV sportif précis? Alors, l'adresse mail, le mieux, c'est la mienne, c'est iballarini@ffbb.com. Tu peux l'écrire, Céline, quelque part ou... Oui, après, passer aussi par statut entraîneur parce que Monsieur Marini est très occupé et parfois, Oui, mais bon, ça permet aussi de nous d'avoir une visibilité et nous, on se relaie les infos. Voilà, vous passez par statut entraîneur. Après, Céline me le renverra, il n'y a pas de problème. Alors, je peux quand même mettre ton adresse. Je la Oui, mets. vas-y, mets mon adresse. Sinon, je la mets là, attends. Moi, je te laisse l'écrire, c'est encore mieux. Ouais, @ffbb.com. Oui, et Le statut. statut, vous l'aurez à la fin, il est sur le diaporama. Voilà. On nous avait posé une question en amont du webinaire sur la rémunération des entraîneurs, donc ça peut faire le lien avec la convention collective. Il n'y a pas de, avec la convention collective, quoi. Il y a une rémunération associée au groupe de la convention collective, mais il n'y a pas de règle plus précise de rémunération d'un entraîneur. Alors, attends, je voudrais quand même revenir parce qu'il y a des précisions à apporter, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a des confusions. Le fait de faire un dossier, comme vous l'indiquez à l'instant, Ivano Ballarini, ça ne vous donne pas une équivalence du DE, ça vous donne une équivalence du DEFB. Absolument. Attention, c'est une équivalence d'un diplôme fédéral et pas une équivalence avec un diplôme d'État. Si vous voulez avoir avec un BE1 l'équivalence du... Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus, sauf à faire une VAE. C'est Voilà. ça. Voilà. Nous, on est bien d'accord que l'équivalence dont on parle, c'est une équivalence avec un diplôme fédéral qui n'a de valeur qu'au sein de la Fédération française de basket. Dès que vous sortez de cette institution-là, le DFB ne vaut rien. En revanche, le DEJEPS, qui est un diplôme d'État, c'est un diplôme qui peut être valable, entre guillemets, valide, ailleurs qu'à la Fédération française de basket. Par exemple, vous pouvez peut-être trouver du travail dans une municipalité ou dans un groupement de communes, etc. Avec le DFB, vous ne pouvez pas faire ça. Et pour passer du BE1 au DEJEPS, diplôme ministériel, il y a eu une période pendant laquelle on pouvait le faire, qui a duré 5 ans de mémoire. Maintenant, c'est impossible de le faire, si ce n'est en faisant une VAE. Et pour faire une VAE, il faut vous adresser à votre DRAGES de votre lieu d'habitation. Et ils vont vous dire exactement comment on fait. Mais ça, c'est vraiment des diplômes de l'État. Ce n'est pas du tout des diplômes fédéraux. On a une question sur le CQP. Alors, si Sabine souhaite préciser. Sabine Falcoz, comment elle va, Sabine Falcoz? Avons-nous des précisions sur les anciens CQP et les nouveaux? Alors, oui, des précisions très simples. Bonjour, monsieur Ivano Ballarini. Salut Sabine Falcoz. Non, c'est en fait, par exemple, j'ai un jeune là au club qui vient de passer son CQP1. Ouais. Et comme les BF viennent de débarquer et le nouveau CQP va débarquer aussi, au final, j'essaye déjà de comprendre les CS et tout ça. Donc, ouais. Est-ce qu'on va l'inscrire en CQP 2-3? Est-ce qu'il va falloir maintenant, voilà. Je précise. Effectivement, il y a une réforme de la formation initiale avec des BF, des brevets fédéraux, qui vont être suivis de CS, des certificats de spécialisation. Mais tout ça, ça ne sera pas actif avant quelques années. Pour l'instant, on reste toujours sur P1, P2, P3 du CQP. Et je suis en train d'écrire avec la branche le renouvellement du CQP, qui normalement s'est arrêté cette année en 2020, qui va être reconduit pendant au moins 3 ans. Donc pendant au moins 3 ans, on aura de nouveau le P1, le P2, le P3. Donc ça continuera de la même façon, même s'il y a des BF avant et peut-être des CS. Toujours est-il que les examens, les évaluations et les diplômes resteront les mêmes pendant au moins 2-3 ans. P1, P2, P3 qui aboutissent à un CQP. Ça ne bougera pas pendant au moins 2 ou 3 saisons. Super, merci Ivano. Voilà. Et plein de choses à toi, mademoiselle Sabine. Merci. C'est pas des conversations privées, Ivano, s'il te plaît. Oui, pardon. Un webinaire. Pardon. On a la différence entre diplôme d'État et diplôme fédéral. Je vous laisse. Le Val-de-Marne, le Val-de-Marne devrait être au courant normalement. Le Val-de-Marne, ils sont toujours à la pointe. La différence essentielle, c'est qu'un diplôme d'État, comme son nom l'indique, c'est l'État qui le donne, qui le délivre. Le diplôme en papier, le parchemin en papier, il est
avec un sceau de la République française. Et donc, c'est un diplôme qui peut être reconnu dans certaines fédérations, qui peut être reconnu dans les communes, qui peut être reconnu dans des structures autres, partout, parce que c'est l'État qui le donne. Les diplômes fédéraux sont des diplômes qui sont délivrés par la Fédération française de basket et qui n'ont de valeur dans son sein. C'est-à-dire que si on sort avec un diplôme fédéral et qu'on va, je ne sais pas moi, dans une commune, ils nous disent mais ça vaut rien. Et ils ont raison. Ça n'a de valeur qu'au sein de la Fédération française de basket. Et ce n'est reconnu que dans le statut de l'entraîneur propre à la Fédération française de basket. Ouais, non, mais tout à fait, c'était pas une question, c'était juste une confirmation, enfin que, en fait, il y a des choses qui sont reconnues au niveau fédéral et par la fédération, et que le reste, ça peut être utilisé, effectivement, comme tu le dis, Ivano, soit dans une collectivité locale, territoriale, des communautés communes, communautés d'agglo, etc., etc. C'est ça. Voilà. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. La création du championnat. J'allais venir, on nous a posé la question, donc Bernard va développer ce sujet. C'est un championnat espoir Pro B. Bon, voilà, on est en train de finaliser le règlement du championnat espoir de Pro B. Il sera exactement au niveau des obligations identiques à celui de Pro A, c'est-à-dire entraîneur du centre de formation et entraîneur de l'équipe espoir DEPB et entraîneur adjoint DEFB. Prochain bureau fédéral de la fédération. La semaine prochaine, je crois, non? Fin de semaine. Saison blanche. Quand j'ai parlé de saison blanche, c'était par rapport aux revalidations. Alors, le BEGEPS, c'est le BPGEPS, je suppose. Alors là, ce sont des organisations locales. Maintenant, c'est les IRFBB qui gèrent ça. Donc, il faut se mettre en rapport avec elles pour savoir ce qui se passe exactement. Mais voilà, nous, on a pris des dispositions, entre autres par rapport au CQP qui s'est déroulé sur la saison 2020-2021, où on sera en attente des jurys futurs. On sera tolérant par rapport à ça. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut vous dire. Voilà. Autrement, comme je vous ai dit, année blanche, c'était pour les revalidations. Alors moi, si je peux répondre à Jacqueline, c'est pour lui dire que ces nouveaux diplômes, enfin qui sont plus très nouveaux maintenant, le BP, le DE et le DES, ont été construits de façon un petit peu différente que les anciens brevets d'État. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une philosophie d'empilement. Pour avoir le diplôme 2, il fallait avoir le diplôme 1. Pour avoir le diplôme 3, il faut avoir le diplôme 2, etc. C'était un empilement de diplômes. Ces nouveaux, encore une fois, qui ne le sont plus trop, ces nouveaux diplômes DE, BP, DE, DES sont plus orientés vers un métier. C'est-à-dire que, si je prends l'analogie du permis de conduire, si je veux conduire un 38 tonnes, un poids lourd, je n'ai pas besoin d'avoir le permis moto et le permis, je sais pas quoi. Je passe le permis poids lourd. Ben là, c'est un peu pareil. Le BP, il a comme objectif de s'intéresser aux gens qui font de l'animation, qui font de l'entraînement pas plus haut qu'au niveau départemental, qui font de l'animation de club, qui gèrent un peu le club. Voilà, ça c'est pour le BP. Et ainsi de suite. Donc, le fait d'accumuler les diplômes, de les empiler les uns derrière les autres, ça n'a pas grand intérêt. Il vaut mieux attendre un petit peu, savoir ce qu'on veut faire, et puis avoir un peu d'expérience pour passer tel ou tel diplôme. Pour moi qui m'occupe du DES actuellement, on voit beaucoup de gens qui se pointent au DES en n'ayant aucune expérience du niveau professionnel, par exemple. Et c'est une erreur. Il vaut mieux être assistant pendant quelques années, c'est un exemple que je donne, il vaut mieux être assistant pendant quelques années sur le haut niveau, et une fois qu'on a accumulé un peu d'expérience, se présenter au DES. C'est pareil pour quelqu'un qui a le BP qui veut se présenter au DE. Il vaut mieux accumuler un peu d'expérience dans les niveaux intermédiaires pour se présenter avec un peu de bagage. Sinon, accumuler comme ça les diplômes, ça n'a pas un grand intérêt. Et ça amène surtout plus de frustration souvent que de réussite. Avant d'amorcer avant d'amorcer la dernière partie de conclusion, voilà. On arrive à la fin. J'ai vu quelqu'un qui parlait simplement du spécifique du BE1. Ça n'a pas d'intérêt. C'est le diplôme complet dont on a besoin. Voilà. Ça. Donc, on va passer maintenant. De toute façon, si vous avez encore des questions qui vont vous venir plus tard, vous nous les écrivez, vous nous les envoyez sur l'adresse que vous aurez tout à l'heure. Voilà. Moi, j'ai compilé. Alors, Ivano est un peu sorti du statut sur les formations, mais bon, c'était un complément. Moi, je vous ai compilé aussi 2-3 petites choses qui sont pas du statut et
qui ne vont pas entraîner des sanctions par rapport au statut ou des choses comme ça, mais qui sont, à mon avis, des informations importantes que l'on a, qu'on en a vu, nous, entre autres, au niveau du suivi des contrats de travail et tout. Je voudrais simplement rappeler, par exemple, qu'il y a une convention collective nationale du sport qui existe. Alors, tout le monde peut sourire et des choses comme ça, mais on a quand même 60% des contrats de travail que l'on reçoit qui ne correspondent pas à la convention collective du sport. Il y a toujours des manques, il y a des choses qui ne sont pas mises. Je peux vous citer de tête un exemple où c'est mis dans le contrat de travail, l'entraîneur reçoit 500 € net par mois. Bon, normalement, il y a une classification qui existe, c'est un contrat qui est nul et qui pourrait vous être opposé pour les présidents, qui pourrait être opposé au prud'homme, ainsi de suite, parce que ne correspond pas à la convention collective. Donc voilà, il y a des obligations de contrat écrits avec certaines mentions. Bon, le type de contrat, la classification, je suis resté là. On est resté très simple et très court et volontairement parce que la convention collective en elle-même devrait faire l'objet d'un développement complet. Mais c'est beaucoup plus ardu. Voilà, on est resté on vous a mis ce qu'il devait y avoir dans un contrat de travail. On vous a mis à compter les types de contrats. Il n'y a pas qu'un contrat. Alors, la majorité des contrats, c'est des CDI. Et après, c'est des contrats d'intermittence ou des choses comme ça, voilà, avec l'annulation du temps de travail, autre chose. Mais voilà, donc dedans. Et puis, on vous avertit aussi qu'il existe un chapitre 12 de la convention collective sur le sport professionnel et qui n'a pas la même définition que nous quand on parle de sport professionnel. À partir du moment où vous avez une personne dans une équipe dont l'activité principale est le basket, elle est considérée comme joueuse professionnelle. Et puis, ça a des conséquences sur l'entraîneur qui lui-même est salarié du club et qui entraîne cette joueuse. Lui aussi doit respecter le chapitre 12 de la convention collective et le principe des contrats de travail. Mais là, on vous ouvre simplement une porte. On va pas rentrer dans le détail. Et si à la limite, vous avez des questions, des choses plus précises, vous passerez un mail et puis on essaiera avec Céline de vous répondre. Voilà. On vous a même mis, c'est assez long à lire, mais bon. Voilà, l'URSSAF. Ça aussi, c'est des questions qui nous reviennent régulièrement. Il y a un mythe qui traîne depuis de très nombreuses années, que les entraîneurs, on n'est pas obligé de les payer, on peut les indemniser à raison de 5 manifestations par mois, sans avoir de déclaration à faire. C'est totalement faux. Si vous faites ça, vous pouvez passer entre les mailles du filet, ça passe tout seul. Et derrière, le jour où l'URSSAF arrive et vous contrôle, vous êtes redressé, vous êtes pénalisé parce que vous n'avez pas le droit de fonctionner comme ça. Le premier centime d'euro est à déclarer à l'URSSAF et même à la limite son contrat de travail. C'est mieux d'avoir un contrat de travail. Donc voilà. Il existe par contre un dispositif qui peut vous aider, ce qu'on appelle le dispositif de la base forfaitaire, c'est-à-dire vous pouvez bénéficier d'un système. Voilà, je vous donne le tableau, c'est le tableau au 1er janvier 2021. Voilà, si vous ne payez pas plus de 460 € votre entraîneur brut, vous avez une assiette forfaitaire à l'URSSAF de 51 €. Je vous rappelle que les charges, en règle générale, salaire, charge patronale plus charge salariée, c'est grosso modo 70% d'un salaire brut. Donc voilà, c'est avantageux, ça vous permet d'être en règle avec l'URSSAF. Moi, j'ai un souvenir d'un club qui a été obligé, qui a été obligé de vendre un terrain pour pouvoir combler des recettes URSSAF parce que il était passé au travers de ça, il avait oublié de déclarer. Donc je vous mets en garde contre ça. Voilà. Autre élément aussi sur lequel on vous met en garde, c'est l'auto-entrepreneur. Je sais que c'est une grande tendance. Je sais que ça existe. On a des éléments. Derrière, voilà. Ce n'est pas possible. Alors, vous pouvez toujours le faire. Vous prenez un risque, mais qui est non négligeable. Vous pouvez toujours le faire, mais vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur et entraîneur dans un club de championnat de France. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques éléments. Voilà. Si vous voulez être auto-entrepreneur, vous utilisez votre propre matériel. Donc, vous amenez vos ballons, votre porte-ballon.
Voilà. Vous gérez vous-même les inscriptions. Alors, c'est mis des élèves, mais là, ça peut être des entraînés. Donc, vous voyez, vous recevez directement les honoraires, c'est-à-dire que vous êtes payé directement par les personnes. Et vous fixez librement votre emploi du temps. Ce qui n'est pas le cas parce que là, dans un club, vous dépendez des horaires d'entraînement décidés globalement par le comité directeur du club. Voilà. Et vous ne devez pas figurer sur l'organigramme du club, donc vous ne pouvez pas être officiellement entraîneur de l'équipe. Donc voilà. Ce sont des indices simplement qui font que l'URSSAF, avec ça, regarde si la personne peut être auto-entrepreneur et autrement, il le requalifie. Il vous requalifie ça en CDI et ça vous coûte un petit peu d'argent parce que, effectivement, le système d'auto-entrepreneur est plus avantageux fiscalement. Donc voilà, je vous mets en garde contre ça. On connaît un certain nombre de clubs qui utilisent ce procédé-là, puis on en connaît d'autres qui se sont fait redresser et remettre dans le droit chemin par rapport à ça. Voilà. Vous avez maintenant de façon écrite l'email du statut de l'entraîneur. Voilà, c'est statut entraîneur au singulier @ffbb.fr.